Bienvenue sur notre chaîne, mes enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Installez-vous bien et écoutez attentivement. Il avait tout. De l'argent, un pantouz en hauteur, des voitures de luxe et une entreprise dont les immeubles se dressaient à chaque coin de rue. Mais il n'a jamais vraiment connu la femme qui travaillait chez lui chaque jour. Un après-midi, il décida de se présenter chez elle à l'improviste. Ce qu'il y découvrit allait bouleverser sa vie. Bonjour à tous. Bienvenue dans notre histoire. Avant de commencer, merci de liker cette vidéo et de vous abonner. Dites-nous aussi en commentaire d'où vous nous regardez. New York, Trinité et Tobago, peut-être l'Afrique du Sud ou la Jamaïque. On veut savoir. L'horloge murale du manoir indiquait 7h30 du matin lorsqu'Edward Anderson posa sa tasse de café et rangea les papiers devant lui. Il avait 52 ans et son apparence trahissait parfaitement son statut. Un homme qui avait passé sa vie à diriger. Son costume sombre était impeccable, sans le moindre pli. Ses cheveux argentés étaient coupés courts et soignés. Ses mains, posées à plat sur la longue table à manger, restaient immobiles et sereines. Tout chez lui disait que c'était un homme qui ne perdait pas de temps. La table à manger pouvait accueillir 14 personnes. Ce matin, comme la plupart des matins, il n'y avait qu'une seule place. Edward était le fondateur et propriétaire d'Anderson & Partners, l'une des plus grandes entreprises de construction du pays. Ses immeubles étaient omniprésents, des tours de bureaux en verre qui captaient les rayons du soleil matinal en centre-ville. De larges viaducs empruntés quotidiennement par des milliers de voitures. Des centres commerciaux, des hôpitaux publics, des bâtiments universitaires, des immeubles d'appartements de luxe. Où que vous vous trouviez dans la ville, en tournant lentement sur vous-même, vous auriez presque certainement aperçu une construction d'Edward Anderson. Les magazines économiques adoraient écrire sur lui. Lors des dîners, on prononçait son nom plus discrètement que les autres. Il évoluait dans le monde comme un homme enveloppé d'un précieux cristal invisible. Présent mais inaccessible. Aux yeux du monde, Edward Anderson incarnait la réussite. Mais derrière ces murs de marbre, derrière ces costumes impeccables, se cachait un homme qui ne faisait confiance à personne. Il n'avait pas toujours été comme ça. Du moins, c'est ce qu'il se répétait parfois, lors de ses rares nuits d'insomnie. Mais que ce soit inné ou le fruit de l'expérience, le résultat était le même. Edward croyait profondément, en toute discrétion et sans embâge, que les gens n'étaient jamais vraiment bienveillants. Ils étaient toujours calculateurs. Derrière chaque sourire se cachait une question. Que puis-je obtenir de cette personne? Il avait mis cette conviction à l'épreuve à maintes reprises au cours de ses 30 années d'activité. Et à chaque fois, sans exception, la vie lui avait donné raison. Alors il resta vigilant. Il resta à l'écart. Et il dirigeait son empire en gardant ses distances. Ce matin-là, alors qu'il examinait un nouveau contrat, un projet routier gouvernemental d'une valeur de près de 40 millions de dollars, Edward leva les yeux de ses papiers. Au fond de la pièce, Lucie astiquait le grand meuble en bois près de la fenêtre. Elle travaillait dans son manoir depuis près de 6 ans. Âgée de 38 ans, elle avait le dos droit, des mains calmes et un visage presque impénétrable. Son uniforme était toujours impeccable. Ses cheveux étaient toujours tirés en arrière. Ses mouvements étaient discrets et maîtrisés, comme ceux de quelqu'un qui avait appris depuis longtemps à se faire le plus discret possible. La demeure était toujours impeccable. Son café était toujours prêt avant même qu'il ne le demande. Ses vêtements étaient toujours lavés, repassés et rangés avec soin. Les fleurs sur la table à manger étaient changées tous les lundis matins. Chaque fenêtre était propre. Chaque recoin était exempt de poussière. Lucie a fait tout cela sans qu'on le lui demande, sans qu'on le lui rappelle, et sans faire le moindre bruit. Et pourtant, c'était précisément ce qui mettait Edward mal à l'aise. Elle était trop discrète. En 6 ans, elle n'avait jamais parlé de sa vie en dehors du manoir. Elle n'a jamais mentionné une amie. Elle n'a jamais parlé de son week-end. Elle ne s'est jamais plainte de quoi que ce soit, pas même un peu. Elle arrivait le matin, travaillait toute la journée avec une concentration calme et soutenue, puis repartait. Tous les jours. Comme sur des roulettes. Edward l'observa un instant de l'autre côté de la pièce. Elle ne s'était pas aperçue de son regard. À quoi pouvait bien penser cette femme? Se demanda-t-il. Où rentre-t-elle? Il chassa cette pensée et se remit à ses papiers. Mais l'idée lui revenait sans cesse. Ces dernières semaines, Edward avait commencé à remarquer quelque chose chez Lucie qui ne parvenait pas à expliquer. Chaque soir, dès que sa journée de travail était terminée, elle partait rapidement. Sans impolitesse, elle disait toujours bonsoir poliment et pliait soigneusement son tablier sur la chaise de la cuisine.
Mais une fois son travail terminé, elle se déplaçait avec une sorte d'urgence, comme si quelque chose d'important l'attendait et qu'elle ne pouvait se permettre d'être en retard. Même les soirs de pluie, et il y en avait eu beaucoup ce mois-là, de ces averses torrentielles qui transforment les rues en torrents, Lucie refusait de prendre le bus. Le chauffeur de Patrick Edwards était un homme au grand cœur qui lui avait proposé à plusieurs reprises de l'emmener, lui tendant un parapluie avec un sourire. Elle secouait toujours la tête, serrait son vieux sac à main marron contre elle et marchait rapidement jusqu'à l'arrêt de bus au bout de la rue. Tous les jours. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. La même précipitation. Qu'est-ce qui la pousse à retourner si vite? Edouard se le demanda à plusieurs reprises. Puis il chassa cette pensée. Ce n'était pas ses affaires. C'était une bonne employée. C'était tout ce qui comptait. Mais ses pensées persistaient. C'est son collègue Gérald qui finit par exprimer ses doutes. Ils étaient assis dans la salle de pause après une longue réunion de planification, Gérald se servant un café, lorsqu'il se tourna vers lui et dit, d'un ton désinvolte, comme si de rien n'était. Anderson, j'espère que tu surveilles bien ton personnel de maison. 6 ans et je parie que tu ne sais absolument rien de la vie de cette femme de ménage en dehors de chez toi. Édouard ne dit rien. Gérald haussa les épaules et afficha son large sourire facile. Je ne dis rien de précis. Je dis juste que ce sont les plus discrets qu'il faut surveiller. D'après mon expérience. Il prit une gorgée de son café et changea de sujet. La conversation reprit. Mais les mots restèrent, tapis au fond de l'esprit d'Édouard comme un petit caillou dans une chaussure. Ce même soir, Édouard se tenait près du couloir lorsque Lucie vint lui souhaiter bonne nuit. Elle prit son sac à main marron sur la chaise de la cuisine. Et pendant un bref instant, elle le referma brusquement, comme on referme quelque chose quand on se rend compte soudain qu'on l'observe. Puis elle leva les yeux, croisa son regard et lui adressa son sourire poli habituel. « Bonsoir, monsieur, dit-elle. La porte se referma derrière elle. Édouard resta immobile dans le couloir pendant un long moment. Le manoir était si silencieux qu'il entendait le léger bourdonnement du réfrigérateur depuis la cuisine et le bruit lointain de la circulation en contrebas. « Qu'y a-t-il dans ce sac ?» se demanda-t-il. « Où va-t-elle tous les soirs avec une telle urgence? Quelle vie mène cette femme en dehors de ces murs? Et que me cache-t-elle ?» Le doute grandissait lentement depuis des semaines, comme une fissure qui se forme dans un mur, silencieusement, inexorablement, à peine visible au début, jusqu'au jour où l'on lève les yeux et où l'on réalise qu'elle a tout traversé. Édouard s'approcha de la fenêtre et contempla les lumières de la ville. Il prit une décision, il allait le découvrir par lui-même. Le lendemain matin, Édouard convoqua Thomas dans son bureau. Thomas était son assistant personnel. Un jeune homme maigre et nerveux qui marchait et parlait vite, et qui avait toujours un stylo derrière l'oreille même si tout ce qu'il écrivait était sur sa tablette. Il avait travaillé pour Édouard pendant 4 ans, et durant cette période, il avait appris une chose très importante. Quand Édouard demandait quelque chose, on ne posait pas de questions. On s'exécutait, tout simplement. « Il me faut l'adresse de Lucie », dit Édouard sans lever les yeux de son bureau. Thomas cligna des yeux. « Lucie, monsieur ?» « La gouvernante. »« Y a-t-il une autre Lucie dans cet immeuble ?»« Non, monsieur. » Thomas tapota rapidement sur sa tablette. « Je vous l'aurai d'ici 1 heure. »« 10 minutes, » dit Édouard. Il en fallut 8. Thomas glissa une petite fiche imprimée sur le bureau. Édouard ramassa le paquet et lut l'adresse. C'était dans un quartier de la ville qu'il avait traversé maintes fois en voiture sans jamais s'y arrêter. Un quartier bien loin des larges avenues propres et des hauts immeubles de son univers. Un quartier aux rues étroites et aux maisons serrées les unes contre les autres, où les bâtiments étaient vieux, la peinture écaillée et les lignes électriques s'enchevêtraient en faisceaux denses, tel un amas de fils sombres. Édouard n'y avait rien construit. Il tourna la carte entre ses doigts. « Puis-je réserver la voiture, monsieur ?» demanda Thomas. « Oui, » répondit Édouard. « Cet après-midi. » Et Thomas? Il marqua une pause. « N'en parle à personne. » Thomas acquiesça en reculant déjà vers la porte. « Bien sûr, monsieur. » L'après-midi s'écoula lentement, comme c'est souvent le cas lorsqu'on attend quelque chose. Édouard termina 2 réunions, signa une pile de documents et avala un déjeuner qu'il prit à peine. À 3 heures, il descendit jusqu'à la voiture que Patrick avait garée. Une voiture sombre et silencieuse aux vitres teintées qui empêchait de voir qui était assis à l'intérieur. Il monta sans s'expliquer. Il tendit simplement la carte imprimée à Patrick. Patrick regarda l'adresse, puis Édouard dans le rétroviseur, puis de nouveau l'adresse. Il ne dit rien. Il passa la première et démarra. La ville changea lentement sous leurs yeux.
D'abord les tours de verre et les larges trottoirs du quartier des affaires. Puis les rues commerçantes, grouillantes de monde, de bruit et de couleurs. Puis les rues résidentielles plus calmes, avec leurs grandes maisons en retrait derrière des murs et des portails. Et puis, peu à peu, les routes se sont rétrécies. Les maisons semblaient rapetisser. Les murs qui bordaient les rues étaient fissurés et décolorés, peints de vieux jaunes, verts et roses qui avaient jadis brillé et qui, désormais, n'étaient plus que ternes. Des enfants jouaient au football dans un espace ouvert entre deux maisons, utilisant des pierres pour marquer les buts. Une femme, assise sur une chaise en plastique devant sa porte, tressait les cheveux d'une autre femme en discutant et en riant. Un homme poussait un chariot chargé de bouteilles, criant à plein poumon. Sa voix résonnait contre les murs de la rue étroite. Édouard observait la scène derrière la vitre teintée. Il n'avait pas remis les pieds dans un quartier comme celui-ci depuis. Combien de temps? 30 ans. Plus. Il avait grandi dans un endroit assez similaire, en réalité, même s'il s'autorisait rarement à y penser. À un moment donné, cette partie de sa vie avait été mise de côté, comme une vieille chemise qu'on ne porte plus mais dont on n'arrive pas à se débarrasser. Patrick ralentit et s'engagea dans une petite rue adjacente. Il conduisait prudemment, évitant un nid de poule qui occupait presque tout le côté gauche de la route. Ce devrait être juste devant, monsieur, dit Patrick à voix basse. Édouard se pencha légèrement en avant. La maison était petite. C'est la première chose qu'Édouard remarqua. C'était une petite maison simple, de plein pied, au bout d'une courte rangée de maisons similaires. Les murs extérieurs étaient peints d'un bleu pâle qui, par endroits, avait presque blanchi. La petite cour avant était impeccablement balayée, et près de la porte se trouvait un pot en terre cuite contenant une plante fleurie. Ses fleurs oranges, vives et gaies, contrastaient avec le bleu délavé du mur. Patrick arrêta la voiture. Édouard resta immobile un instant. Il regarda la maison. Les fleurs oranges. Dans la cour impeccablement nettoyée. Il était venu ici en s'attendant à quoi, exactement? Il n'en était plus sûr. À un problème. Une explication. Quelque chose qui éclaircissait le mystère. Ce qu'il voyait, c'était simplement une petite maison propre et tranquille, avec des fleurs devant la porte. Il ouvrit la portière et sortit. La rue était chaude et embaumait la cuisine. Des oignons et un parfum riche et épicé flottaient dans l'air, venant des environs. Une radio diffusait faiblement du son provenant d'une des maisons. Deux petits garçons, assis sur une marche de l'autre côté de la rue, levaient les yeux vers la grosse voiture noire, leurs grands yeux curieux. Édouard rajusta sa veste. Il s'est dirigé vers la porte d'entrée et a frappé. Il y a eu un silence. Puis des pas. La porte s'ouvrit alors et Lucie apparut. Son expression était inédite pour Édouard. En 6 ans de collaboration, Lucie avait toujours gardé son calme. Calme. Impénétrable. Chaque matin, elle le saluait avec la même expression calme et polie, le même regard fixe. Rien ne la surprenait. Rien ne l'ébranlait. D'après son expérience, elle était la personne la plus imperturbable de sa maisonnée. Mais là, debout sur le seuil de sa porte, levant les yeux vers son employeur sur le perron, un mercredi après-midi à 3 heures, Lucie parut, l'espace d'un instant, complètement abasourdie. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa main se crispa sur le chambranle. Puis, tout aussi rapidement, elle se reprit. Son visage redevint serein. Son dos se redressa légèrement. « Monsieur », dit-elle. Sa voix était assurée, mais à peine. « Je ne vous attendais pas ?» ?»« Non », répondit simplement Édouard. « Tu ne l'étais pas ?» Un bref silence étrange s'installa entre eux. Puis, un son parvint de quelque part derrière Lucie, à l'intérieur de la maison. Une voix d'enfant. « Maman, qui est-ce ?» Lucie tourna légèrement la tête vers la voix. Quelque chose changea dans son expression. Pas vraiment de l'inquiétude, mais presque. Le regard de quelqu'un qui a soigneusement séparé 2 pans de sa vie et qui les voit maintenant se rapprocher. Un instant. Lança-t-elle en retournant dans la maison. Puis elle regarda de nouveau Édouard. « Voulez-vous entrer, monsieur ?» demanda-t-elle. C'était une question polie. Une question tout à fait légitime. Mais derrière cette question, Édouard percevait autre chose. Une sorte d'incertitude prudente, la façon dont on parle quand on ne sait pas ce qui va se passer, mais qu'on sait qu'on ne peut rien y faire. « Oui », dit Édouard. « Merci. » Il entra. La première chose qui le frappa, ce fut la propreté des lieux. Pas la propreté superficielle d'un endroit nettoyé à la hâte avant l'arrivée d'un invité. Propreté impeccable,
comme celle d'un lieu où le désordre est insupportable, où la propreté n'est pas une performance mais une habitude profondément ancrée. Chaque surface était essuyée. Le sol était balayé avec soin. Un torchon plié était posé précisément au bord du petit plan de travail de la cuisine. 2 tasses sur l'étagère étaient disposées de façon à ce que leurs anses soient orientées dans la même direction. Bien sûr, pensa Édouard, presque malgré lui. Bien sûr, ça ressemblait à ça. La maison était petite. Il pouvait presque tout voir de là où il était. Un salon avec 3 chaises dépareillées et une table basse. Une cuisine à peine assez grande pour que 2 personnes puissent s'y tenir debout confortablement. Un petit couloir menait à ce qui devait être les chambres. Les murs étaient nus, avec un seul objet accroché. Une simple croix de bois au-dessus de la porte, ancienne et lisse sous le poids des ans. Rien à voir avec son Penthouse. Rien à voir avec son manoir. Mais cet endroit avait quelque chose que les autres n'avaient pas, et Édouard le sentait même s'il ne pouvait pas encore le nommer. Puis les enfants apparurent. Ils arrivèrent du petit couloir, d'abord un garçon puis une fille, s'arrêtant tous deux en voyant l'étranger debout dans leur salon. Le garçon avait une dizaine d'années, des yeux brillants et un visage expressif qui trahissait ses sentiments en permanence. En ce moment, il était curieux. Il observa Édouard de la tête aux pieds, le costume sombre, les chaussures vernies, les cheveux argentés, avec cette attention franche et sans gêne dont seuls les enfants sont capables. Il tenait une petite voiture entre ses mains. Il lui manquait une roue, et il était visiblement en train d'essayer de la réparer, car il avait un petit tournevis coincé derrière son oreille, comme Thomas gardait toujours son stylo. « Voici Raphaël », dit Lucie. Sa voix avait changé, plus douce, plus chaleureuse, comme une voix qui se transforme lorsqu'elle parle de quelque chose qu'elle aime. « Mon fils. » Raphaël hocha la tête d'un air grave, comme s'ils étaient présentés lors d'une réunion d'affaires. « Bonjour, » dit-il. Édouard cligna des yeux. « Bonjour », répondit-il. Puis il regarda la fillette. Elle était plus jeune, peut-être 7 ou 8 ans, petite et frêle, avec des yeux prudents qui observaient Édouard comme on observe quelque chose d'inconnu. Elle tenait un cahier plaqué contre sa poitrine, les bras enlacés autour, et se tenait légèrement en retrait de son frère, comme le font les jeunes enfants lorsqu'ils sont méfiants envers un inconnu. « Et voici Anna, » dit Lucie. « Ma fille. » Anna observa Édouard longuement de ses yeux sérieux. Puis, semblant avoir pris une décision, elle fit un petit pas en avant. « Tu es la patronne de maman ?» demanda-t-elle. « Anna, » répondit doucement Lucie. « Tout va bien, » dit Édouard. Il regarda la jeune fille. « Oui. Oui. » Anna y réfléchit. « Elle dit que vous vivez dans une très grande maison, » dit-elle. « Oui, » répondit Édouard. « Est-ce plus grand que le nôtre ?» Édouard jeta un coup d'œil au petit salon bien rangé. Les chaises étaient dépareillées. La table basse. La croix en bois au mur. « C'est ça, » dit-il. « Mais le vôtre est très joli. » Anna le regarda attentivement, comme pour vérifier s'il était sincère ou simplement poli. Puis elle sembla l'accepter, retira son cahier de ses bras et le lui tendit. « Je dessine des bâtiments, » dit-elle. « Tu veux voir ?» Édouard ne s'y attendait pas. Il prit le carnet et l'ouvrit. Les pages étaient remplies, complètement remplies, de dessins. Des bâtiments de toutes formes et de toutes tailles, dessinés au crayon de couleur avec le souci du détail enthousiaste d'un enfant qui réfléchit intensément à quelque chose. De hautes tours aux nombreuses fenêtres. Des maisons aux larges portes et aux grands jardins. Un pont enjambant une rivière. Une école où des enfants jouent dehors. Certains dessins portaient de petites étiquettes écrites d'une main soignée, légèrement de travers. Grandes fenêtres pour laisser entrer le soleil. Jardin sur le toit. Des marches assez larges pour tout le monde. Édouard tourna lentement les pages. Elles étaient remarquables. Pas parfaits. C'étaient des dessins d'enfants, avec des traits tremblants et des proportions parfois approximatives. Mais il y avait quelque chose d'authentique en eux. Quelque chose qui témoignait non seulement d'imagination, mais aussi de réflexion. Elle n'avait pas simplement dessiné de jolis bâtiments. Elle avait dessiné des bâtiments qui avaient une fonction, qui avaient du sens. « Je veux être architecte », dit Anna en l'observant. « Je veux construire des maisons pour les gens qui n'en ont pas de belles. » Édouard leva les yeux de son carnet. Quelque chose bougea dans sa poitrine. Un léger mouvement imperceptible, comme une porte longtemps restée close qui s'entr'ouvre. Il regarda Lucie. Lucie l'observait avec une expression qu'il ne lui avait jamais vue. Non pas le calme professionnel et mesuré du manoir, mais quelque chose de plus ouvert, de plus authentique.
Une mère qui observe un inconnu contempler le rêve de son enfant. Elle est très talentueuse, dit Édouard. Et cette fois, ce n'était pas de la politesse. Il pensait vraiment ce qu'il disait. Anna rayonnait. C'était un sourire qui illuminait tout son visage. Édouard lui rendit le carnet avec précaution. Il s'assit sur l'une des chaises dépareillées que Lucie lui offrit doucement, et Lucie s'assit en face de lui, les mains jointes sur les genoux. Raphaël s'était remis à bricoler sa petite voiture, assis en tailleur par terre non loin de là, bien qu'Édouard remarquât que le garçon levait les yeux toutes les quelques secondes avec ses grands yeux curieux. La maison était silencieuse, hormis le faible bruit de la radio du voisin et, plus loin à l'intérieur, derrière une porte au bout du petit couloir, le souffle lent et léger d'une respiration. Édouard remarqua la porte. Elle était entr'ouverte. Pas beaucoup, juste de quelques centimètres. Mais ça suffit. À travers l'entrebâillement, il aperçut le bord d'un lit. Une fine couverture. On distinguait la silhouette d'une personne allongée, immobile. Il regardait Lucie. Le regard de Lucie s'était lui aussi porté sur la porte. Et son expression avait de nouveau changé. Une expression calme et profonde, chargée de sentiments indicibles. « Ma mère », murmura-t-elle avant même qu'il ait pu poser la question. Elle se repose. Édouard regarda la porte un instant. Puis il reporta son attention sur Lucie. « Elle ne se sent pas bien ?» demanda-t-il. Lucie resta silencieuse un instant. Un silence qui n'indiquait pas qu'elle ne voulait pas répondre. Ce silence qui signifie qu'il hésite sur la part de vérité à révéler. Elle est atteinte d'Alzheimer, finit par dire Lucie. Le diagnostic a été posé il y a 3 ans. La situation s'aggravait. Édouard ne dit rien. Il attendit. Il y a des jours meilleurs que d'autres, poursuivit Lucie d'une voix posée et calme. C'est comme parler de quelque chose de douloureux quand on a eu le temps de s'entraîner à en parler sereinement. Les bons jours, elle sait qui je suis. Elle reconnaît les enfants. Elle rit parfois et parle de choses d'autrefois. Son jardin, ses amis, une robe bleue qu'elle portait à une fête quand elle était jeune. Un léger sourire triste effleura le visage de Lucie. Les mauvais jours, elle me regarde comme si j'étais une étrangère dans sa chambre. Le silence régnait dans la pièce. Raphaël avait cessé de jouer avec sa petite voiture. Assis immobile par terre, il fixait ses mains. Anna s'était installée sur la chaise à côté de sa mère et s'était blottie contre Lucie, comme le font les enfants quand une conversation devient sérieuse et qu'ils ont besoin d'être rassurés. Lucie passa son bras autour d'Anna sans réfléchir. Un geste simple, automatique. Le geste de quelqu'un qui l'a répété 10 000 fois. Puis-je ? Commença Édouard, puis s'arrêta. C'était une sensation étrange. Édouard Anderson n'était pas du genre à commencer des phrases et à les interrompre. C'était un homme qui savait ce qu'il voulait dire avant même d'ouvrir la bouche. Il tenta à nouveau. Puis-je la voir ? Lucie le regarda. Elle vous observait attentivement, comme pour mesurer quelque chose. Elle risque de ne pas être très cohérente aujourd'hui, dit Lucie d'une voix douce. Et elle pourrait même oublier que vous étiez là. C'est parfait, dit Édouard. Un autre silence. Puis Lucie hocha la tête et se leva. Elle poussa doucement la porte de la chambre et entra. Édouard la suivit. La pièce était petite et meublée simplement. Un lit simple, une chaise en bois à côté, une table étroite avec un gobelet d'eau en plastique et un linge plié. Une fenêtre au-dessus du lit laissait entrer un rectangle de douce lumière d'après-midi, et dans cette lumière, la pièce était calme et paisible, comme une pièce où l'on a pris soin de la rendre aussi confortable que possible avec les moyens du bord. Une femme âgée était allongée sur le lit. Elle était petite et mince, ses cheveux blancs s'étalant doucement sur l'oreiller autour de sa tête. Son visage était marqué par l'âge, profondément sillonné par les rides d'une femme qui avait vécu une vie longue et bien remplie. Mais même maintenant, immobile, les yeux mi-clos, il y avait dans son visage quelque chose de doux et de chaleureux. Quelque chose qui, rien qu'en la regardant, vous faisait sentir qu'elle avait été bienveillante. C'était Madame Margaret, la mère de Lucie. Lucie se déplaça sur le côté du lit et s'assit sur le bord. Elle prit le linge plié sur la table, le trempa dans la tasse d'eau et l'appliqua doucement sur le front de sa mère. Puis, avec précaution, elle lissa la couverture sur la poitrine de sa mère, comme on le fait pour un enfant endormi. « Maman, dit-elle doucement, tu as de la visite aujourd'hui. » Madame Margaret ouvrit lentement les yeux. Ses yeux étaient pâles et un peu flous, parcourant la pièce avant de se poser, non sans mal, sur le visage de Lucie. Un lent sourire s'étira sur le visage de la vieille femme. « Te voilà, dit-elle. » Sa voix était fine comme du papier, mais chaleureuse.
Je me demandais où tu étais allé. J'étais juste devant chez maman, répondit doucement Lucie. Me voici. Le regard de Madame Margaret parcourut la pièce et s'arrêta sur Édouard, debout dans l'embrasure de la porte. Elle le contempla longuement. Non pas avec suspicion, mais avec une curiosité douce et ouverte, comme celle d'un enfant qui découvre quelque chose de nouveau. Qui est-ce ? Demanda-t-elle. C'est une amie, maman, répondit Lucie. Il s'appelle Édouard. Madame Margaret l'examina. Édouard resta immobile sous le regard de la vieille femme, un regard plus clair et plus fixe qu'il ne l'avait imaginé. Vous avez l'air sérieux, dit Madame Margaret. Édouard cligna des yeux. Derrière lui, il entendit un petit bruit étouffé venant de l'embrasure de la porte. Il soupçonna Raphaël de se retenir de rire. On me l'a déjà dit Édouard. Madame Margaret hocha lentement la tête, comme si cela confirmait ce qu'elle soupçonnait déjà. Asseyez-vous, dit-elle en désignant faiblement la chaise en bois près du lit. Un visage grave trahit un cœur lourd. Tu devrais t'asseoir. Édouard regarda Lucie. Lucie lui lança un petit regard discret qui signifiait qu'il valait mieux la suivre. Il s'assit. Ce qui se passa dans les 20 minutes suivantes était quelque chose auquel Édouard ne s'était pas préparé. Madame Margaret parlait. Elle parlait comme parlent parfois les personnes âgées lorsqu'une belle journée arrive à l'improviste, librement et chaleureusement, sans aucun des filtres et des calculs que les adultes placent habituellement entre leurs pensées et leurs paroles. Elle parlait d'un jardin qu'elle avait cultivé dans sa jeunesse, avec des tomates, des poivrons et un citronnier qui donnait des citrons extraordinaires. Elle raconta une chanson que sa mère chantait en faisant la lessive. Elle parla d'une rivière près du village où elle avait grandi, dont l'eau était froide et limpide, et où les enfants pêchaient des petits poissons à main nue. Édouard, assis sur sa chaise en bois, écoutait. Il ne savait pas exactement quand cela s'était produit. À quel moment précis l'écoute avait basculé d'une attention polie à quelque chose de plus profond. Mais au beau milieu de la voix douce et rêveuse de la vieille femme, quelque chose commença à se détendre dans la poitrine d'Édouard. C'était peut-être l'odeur de la pièce. C'était simple et propre, avec une légère odeur de savon et de vieux bois. Ou peut-être était-ce la lumière chaude et calme qui filtrait par la petite fenêtre. Ou encore la façon dont Lucie était assise au bord du lit, la main posée délicatement sur celle de sa mère, les yeux passant d'un visage à l'autre avec une douce vigilance. Ou peut-être que ce n'était rien de tout cela. Peut-être que c'était le souvenir. Il est arrivé sans prévenir, comme le font toujours ses souvenirs. La voix de sa mère. Pas une phrase précise. Juste sa voix, ce timbre si particulier, bas et posé, avec cette légère intonation en fin de phrase qui donnait toujours à ses paroles des allures de douce question. Il n'avait pas entendu cette voix depuis 11 ans. Pas depuis leur dernière conversation téléphonique, qu'il avait interrompue pour une réunion. Je te rappelle ce week-end, maman. Je te le promets. Il n'avait pas rappelé ce week-end-là. Il y avait eu un imprévu, il y en avait toujours un. Il s'était dit qu'il appellerait la semaine suivante. La semaine suivante, l'hôpital l'avait appelé. Édouard s'aperçut alors que le silence régnait dans la pièce. Madame Margaret s'était endormie au milieu d'une phrase, comme cela arrive parfois aux personnes très âgées et très fatiguées. Paisiblement, sans bruit, elle parlait un instant et l'instant d'après, elle s'était simplement endormie, un léger sourire aux lèvres. Lucie souleva délicatement la main de sa mère et la déposa doucement sur la couverture. Elle se leva, lissa une dernière fois la couverture et se tourna vers Édouard. Elle le trouva assis, immobile sur la chaise en bois, le regard fixé au sol. Elle observa son visage. Et Lucie, qui avait travaillé à ses côtés pendant 6 ans et ne l'avait presque jamais vu autrement que maître de lui et sûr de lui, remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il semblait perdu. Elle ne dit rien. Elle s'approcha silencieusement de la porte et la tint ouverte, l'attendant sans le presser, comme elle avait appris à le faire avec sa mère les jours difficiles. Au bout d'un moment, Édouard se leva. Il sortit de la pièce sans un mot. Ils s'assirent de nouveau dans le salon. Raphaël avait disparu. Lucie l'avait envoyé jouer dehors lorsqu'elle avait aperçu le visage d'Édouard. Anna s'était blottie dans le fauteuil du coin avec son carnet, dessinant en silence, faisant semblant de ne pas écouter comme le font les enfants lorsqu'ils écoutent parfaitement. Lucie apporta 2 tasses de thé de la cuisine. Un thé simple dans des tasses ordinaires, sans soucoupes assorties. Elle en posa un devant Édouard et prit l'autre à 2 mains, puis elle s'assit en face de lui et attendit. Elle ne lui demanda pas si tout allait bien. Elle ne rompit pas le silence par des bavardages nerveux. Elle resta assise, à attendre, comme on attend lorsqu'on sait que certaines choses nécessitent un instant avant d'être dites.
Édouard fixait la tasse de thé devant lui. Ce n'était pas le genre d'homme à boire du thé dans de simples tasses, dans un petit salon. C'était un homme qui buvait du café importé dans des tasses en céramique artisanale qui coûtaient plus cher que les chaussures de la plupart des gens. Mais il prit la tasse, but une gorgée, et le thé était chaud, simple, avec un léger goût de gingembre. Et pour une raison qu'il ne pouvait expliquer, c'était exactement ce qu'il lui fallait. Combien de temps ? Finit-il par demander. Lucie le regarda. Depuis combien de temps est-elle comme ça ? Demanda-t-il. Les oublis ont commencé il y a environ 4 ans, répondit Lucie. Au début, des petites choses. L'endroit où elle avait mis ses clés. Les noms de voisins qu'elle connaissait depuis 20 ans. Nous pensions que c'était simplement l'âge. Elle baissa les yeux sur sa tasse. Puis, un soir, elle m'appela par le nom de ma tante. Ma tante est décédée avant ma naissance. Et je le savais. Édouard était silencieux. Le diagnostic est tombé il y a 3 ans, poursuivit Lucie. Le médecin a été très compréhensif. Il a tout expliqué très clairement. Mais il n'y a pas vraiment d'explication. On peut le comprendre intellectuellement et ne toujours pas être prêt à ce qu'il exige de nous. Qu'est-ce qu'il exige de nous ? Demanda Édouard. Lucie réfléchit un instant. Dehors, ils entendaient Raphaël taper dans un ballon contre le mur du jardin. Un bruit régulier et rythmé qui se répétait sans cesse. Tout, dit-elle simplement. Elle demande tout. Pas tout d'un coup, ce serait presque plus simple d'un point de vue esthétique. Elle en demande un peu plus chaque semaine. Un peu plus de patience. Un peu plus de temps. Un peu plus de vous-même. Elle marqua une pause. Et tu le fais parce que c'est ta mère et parce que ce qu'elle est vraiment, est toujours là. Toujours présente. Les bons jours, tu la vois clairement. Les mauvais jours, tu te raccroches au souvenir des bons jours et tu continues d'avancer. Édouard la regarda. C'est pour ça que tu pars tous les soirs, dit-il. Ce n'était pas une question. Oui, répondit Lucie. Les enfants rentrent de l'école à 16h30. Ma mère a besoin de ses médicaments à 17h. Sa toilette du soir est à 17h30. Si je ne suis pas là, il n'y a personne. Elle l'a dit sans amertume, sans apitoiement sur elle-même. Comme un fait, tout simplement, comme on énonce une vérité absolue. Vous n'avez personne pour vous aider ? Demanda Édouard. J'ai une voisine, Madame Cole, qui passe me voir pendant la journée, quand je suis au travail et que les enfants sont à l'école. Elle est très gentille. Très gentille. Lucie esquissa un sourire. Elle a 70 ans et se déplace lentement, mais elle a plus d'énergie que la plupart des personnes 2 fois plus jeunes. Elle fait rire ma mère. Le sourire s'estompe doucement. Mais les soirées sont à moi. Les matins m'appartiennent. Les nuits où maman se réveille, confuse et effrayée, elles m'appartiennent aussi. Édouard posa sa tasse sur la table basse. Il jeta un nouveau coup d'œil au petit salon. Aux chaises dépareillées, polies par des années d'utilisation. À la croix de bois solitaire accrochée au mur. Anna, assise dans un coin, traçait lentement un trait au crayon sur la page de son cahier, le visage penché par la concentration. Il songeait à son manoir. Au long canapé crème où personne ne s'asseyait jamais. Il repensa au piano à queue que personne ne touchait, aux livres que personne ne lisait, aux fleurs fraîches changées chaque lundi et admirées par personne. Il songea au silence de ses pièces, ce silence immense, coûteux, parfaitement orchestré. Et puis il pensa à sa mère. Il repensa à la dernière année de sa vie, lorsqu'elle avait vécu seule dans la maison où il avait grandi, une petite maison assez semblable à celle-ci. Il avait engagé une infirmière à temps plein. Il s'était occupé de tous ses médicaments. Il s'était assuré que les factures étaient payées. Il avait fait tout ce que l'argent pouvait faire. Ce qu'il n'avait pas fait, c'était venir. Il lui avait rendu visite 4 fois durant cette dernière année. 4 fois, en 12 mois, avec sa mère seule, qui s'affaiblissait et qui appelait son téléphone le dimanche soir juste pour entendre sa voix. Il avait parfois répondu. Parfois, le téléphone sonnait sans cesse alors qu'il était en réunion, qu'il finissait de dîner ou qu'il se disait simplement qu'il rappellerait plus tard. Il s'était toujours dit qu'il ferait les choses plus tard. Monsieur Anderson. Il leva les yeux. Lucie le regardait de ses yeux calmes et fixes. Ça va ? Demanda-t-elle. C'était une question si simple. 4 petits mots. Le genre de question qu'on se pose des centaines de fois par jour sans vraiment y penser, sans attendre la vraie réponse. Mais la façon dont Lucie l'a posée, avec précaution, directement, sans détourner le regard, montrait clairement qu'elle cherchait réellement la réponse. Qu'elle voulait vraiment savoir.
Édouard ouvrit la bouche. Pendant un long moment, aucun son ne sortit. Puis il dit, très bas, si Bacana, dans son coin, n'aurait pas entendu, même si elle avait écouté. Moi aussi, j'avais une mère. Lucie ne dit rien. Elle attendit. Elle est décédée il y a 11 ans, a dit Édouard. Je n'étais pas là, je n'étais pas présent comme j'aurais dû l'être. Je me disais que je subvenais à ses besoins. Il finançait ses soins. Il s'assurait qu'elle ne manque de rien. Il s'arrêta. Il baissa les yeux sur ses mains posées sur ses genoux. Mais je n'étais pas là. Et je le savais déjà à ce moment-là. Je me suis simplement dit que ce n'était pas aussi important que je le savais. La pièce était plongée dans un silence complet. Dehors, la balle de Raphaël rebondissait contre le mur. Quoi? 2 fois? 3 fois. En vous observant ensemble, Édouard dit d'une voix toujours basse. Je n'arrêtais pas de penser. C'est comme ça que ça aurait dû se passer. C'est ce que j'aurais dû faire. Lucie le regarda longuement. Tu es là maintenant, dit-elle doucement. C'est déjà ça. C'était une petite chose à dire. Une chose anodine. Mais elle a touché Édouard comme un poids bien plus lourd, comme une pierre jetée dans l'eau calme, provoquant des répercussions dans toutes les directions. Il serra les lèvres et hocha la tête une fois. Puis il prit sa tasse et but le reste de son thé. Il partit 20 minutes plus tard. Il serra la main de Lucie sur le seuil, un geste un peu formel qui paraissait étrange devant la petite maison bleue aux fleurs oranges. Mais c'était la seule façon qu'Édouard Anderson connaissait pour dire au revoir. Raphaël apparut sur le côté du jardin et fit un signe de la main joyeux, brandissant sa petite voiture réparée comme preuve de sa réussite. Anna, debout sur le seuil près de sa mère, regarda Édouard retourner à la voiture qui l'attendait, le regard grave. Juste avant qu'il n'atteigne la voiture, elle l'appela. « Monsieur Édouard. » Il se retourna. Elle brandissait son carnet. « Quand je construirai mon premier bâtiment, dit-elle, je vous montrerai le plan en premier. Avant tout le monde. » Édouard regarda la petite fille sur le seuil, serrant contre sa poitrine son carnet de rêves soigneusement consigné. « J'attends ce moment avec impatience, dit-il. Et pour la première fois depuis très longtemps, si longtemps qu'il avait presque oublié ce que cela faisait, Édouard Anderson sourit. Pas le sourire poli et fermé qu'il arborait en réunion. Un vrai sourire, discret et silencieux, qui illumina son regard et s'y attarda un instant avant qu'il ne se retourne et monte dans la voiture. Patrick le vit dans le rétroviseur et ne dit rien. Mais il le nota attentivement, comme il notait toutes les choses importantes. La voiture s'éloigna lentement dans les rues étroites, dépassant les enfants qui jouaient au football, la femme qui tressait des cheveux, l'homme avec sa charrette de bouteilles. Édouard était assis à l'arrière et regardait par la fenêtre. Mais cette fois, il ne se contentait pas de regarder sans voir. Cette fois, il observait tout. Il ne put dormir cette nuit-là. Il essaya. Allongé dans son grand lit du manoir, sur des draps qui coûtaient plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens, dans une pièce plongée dans l'obscurité et le silence absolu, la climatisation réglée à la température idéale, il fixait le plafond. L'image revenait sans cesse. Non pas d'un seul jet, mais par fragments, comme dans les rêves ou comme les souvenirs d'événements marquants. La main de Lucie caressant la couverture. Le sourire lent de Madame Margaret. Le cahier d'Anna pressé contre sa poitrine. La croix en bois sur le mur blanc nu. Une tasse de thé au gingembre. Et en arrière-plan, comme un murmure discret, la voix de sa mère. « Je te rappelle ce week-end, maman. Je te le promets. » Il s'est tourné sur le côté, puis sur le dos. À 2 heures du matin, il se leva, enfila son peignoir et traversa la sombre demeure jusqu'au grand salon. Il n'alluma pas la lumière. Il s'assit dans l'obscurité sur le long canapé crème, celui où personne ne s'asseyait jamais, et laissa ses pensées vagabonder. Il repensa aux 4 visites qu'il avait faites à sa mère durant sa dernière année. Il se souvenait de chacune d'elles avec une précision qui l'étonna. Lors de la première visite, en janvier, il était resté 3 heures et avait passé la majeure partie de ce temps sur son téléphone. Sa mère s'était assise en face de lui, souriant sans se plaindre une seule fois. Elle lui avait préparé du thé et avait posé une assiette de biscuits sur la table entre eux. Elle lui avait demandé comment s'était passé son travail, il lui avait parlé de son travail, et elle l'avait écouté attentivement, posant des questions comme toujours. Il avait regardé sa montre 2 fois. La deuxième visite eut lieu en avril. Elle avait maigri. Il l'avait remarqué, mais n'en avait rien dit, car le dire aurait signifié reconnaître quelque chose qu'il ne voulait pas reconnaître. Elle lui avait montré un petit jardin qu'elle avait aménagé le long du mur du fond. Des tomates, des poivrons,
un citronnier qui peinait à pousser. Elle était si fière de ce citronnier. Il avait dit « Très gentil, maman ». Puis il avait répondu à un appel et était resté dos au jardin pendant 20 minutes, pendant qu'elle attendait. La 3e visite. La 4e visite. Puis l'appel de l'hôpital, un jeudi soir de novembre, alors qu'il était au restaurant avec des associés. Il était sorti pour répondre. Il était resté debout sur le trottoir, dans l'air froid de la nuit, à écouter la voix douce et attentive de l'infirmière. Puis il était rentré et avait fini de dîner. Il s'était dit que c'était la chose la plus raisonnable à faire. Que sa mère aurait compris. Qu'il n'y avait rien à faire à partir immédiatement. Qu'elle était partie et que le repas refroidissait. Il y avait cru à l'époque. Assis dans le salon plongé dans l'obscurité, 11 ans plus tard, baigné par la lumière bleutée d'une nuit citadine filtrant à travers les parois vitrées, il n'y croyait plus du tout. Il resta assis là un long moment. Sans prévenir, il s'est mis à pleurer. Ce n'était pas théâtral. Edward Anderson n'était pas du genre à faire des choses théâtrales. Le silence régnait. Une oppression dans la poitrine, une brûlure derrière les yeux, puis des larmes coulaient silencieusement sur son visage tandis qu'il restait immobile sur le canapé crème, les mains posées sur les genoux. Il pleurait sa mère. Pour tous ces appels qu'il n'avait pas passés. Pour ce dimanche soir où elle était restée seule à attendre sa voix. Pour ce citronnier dont elle était si fière, et qu'il avait délaissé. Il pleurait pour la part de lui-même qui avait toujours su qu'il se trompait, et qui avait pourtant persévéré car s'arrêter aurait signifié ressentir précisément cela. Il resta longtemps assis dans le noir. Puis il s'essuya le visage avec la manche de son peignoir, se leva et retourna se coucher. Il dormit. Mal et pas longtemps. Mais il dormit. Le matin, il se réveilla avant que son réveil ne sonne. Il resta un instant immobile, le regard fixé au plafond, attendant de voir ce qu'il ressentait. La réponse fut « différent ». Pas mieux à proprement parler. Pas pire non plus. Juste différent. Comme une pièce restée longtemps fermée et dont on vient enfin d'ouvrir la fenêtre. Il se leva, s'habilla et s'assit à table avec son café. Lorsque Lucie arriva à 8 heures et entra par l'entrée de service, Édouard était toujours assis là. Lucie s'arrêta en le voyant. Elle avait l'habitude de trouver la chambre vide le matin, sa tasse de café déjà rincée dans l'évier et Édouard parti depuis longtemps au bureau. « Bonjour monsieur », dit-elle prudemment. « Bonjour Lucie », dit-il. Elle se dirigea vers la cuisine. Elle allait faire comme d'habitude, commencer sa routine matinale discrètement et efficacement, presque invisible. « Lucie », dit-il. Elle marqua une pause. Hier, il s'est arrêté. On recommence. Je tiens à ce que vous sachiez que je ne suis pas venu chez vous avec des soupçons. Je veux être honnête à ce sujet car je pense que vous méritez cette honnêteté. Il la regarda droit dans les yeux. Je suis venu par curiosité, et je m'y suis mal pris. J'aurais dû simplement vous poser la question, au lieu de débarquer sans prévenir. Lucie resta immobile. Je suis désolé, dit-il. 3 mots. Simple et clair. Édouard ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il avait prononcé ces mots à qui que ce soit. Lucie le regarda un instant de son regard scrutateur et posé. Puis elle hocha la tête une fois. Merci monsieur, dit-elle doucement. J'apprécie beaucoup. Elle entra dans la cuisine. Les bruits familiers du matin commencèrent à se faire entendre. L'eau qui coule, une casserole qu'on pose sur le feu, le rythme doux de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Édouard était assis avec son café et écoutait. Quelque chose avait changé entre eux. Ce n'était ni grand ni bruyant. Cela n'aurait pas été visible de l'extérieur. Pourtant, c'était bien réel. Les jours suivants, Édouard se surprit à remarquer des choses qu'il avait ignorées pendant 6 ans. Il remarqua que Lucie fredonnait parfois très doucement, quand elle pensait être seule, un son grave et monotone, presque comme une respiration. Il remarqua qu'elle vérifiait toujours 2 fois la serrure de la porte latérale avant de partir, la seconde vérification étant un geste rapide et léger, presque machinal. Il remarqua qu'elle gardait une petite photo usée glissée dans la poche latérale de son sac de travail. Il l'avait aperçue une fois lorsque le sac avait glissé de la chaise de la cuisine, et elle l'avait aussitôt remise à sa place sans un mot. Il n'a pas posé de questions sur la photo. Mais il l'a remarquée. Il s'est aussi remarqué lui-même. Il s'aperçut qu'il se déplaçait dans cette maison depuis des années comme si les personnes qui y vivaient étaient des meubles. Présentes, utiles, mais pas tout à fait réelles. Pas vraiment là, de la même façon que les gens sont là quand on les regarde vraiment. Il employait 12 personnes rien que dans cette demeure. Il ignorait le nom de famille de la femme qui nettoyait ses salles de bain. Il ne savait pas si son jardinier avait des enfants.
Il ignorait si Thomas, qui avait travaillé à ses côtés pendant 4 ans et répondait au téléphone avant la deuxième sonnerie, avait déjà été gravement malade, préoccupé par des problèmes d'argent ou amoureux. Il n'y avait tout simplement jamais pensé. Un soir, vers la fin de la semaine, il l'interpella dans le couloir. Thomas leva les yeux de sa tablette avec l'air légèrement inquiet de celui qui s'attend toujours à de nouvelles tâches. « Thomas, » dit Édouard. « Comment va ta mère ?» Thomas le fixa du regard. « Monsieur, votre mère, » dit Édouard. « Vous aviez mentionné il y a quelque temps qu'elle était souffrante. Je vous demande comment elle va. » Thomas continua de le fixer, comme si Édouard s'était mis soudain à parler une langue étrangère. « Elle va mieux, monsieur, merci, » dit-il lentement. « Elle a été opérée l'année dernière. Elle s'est bien rétablie. Tant mieux, » dit Édouard. « Je suis content de l'apprendre. » Il continua son chemin. Thomas resta un long moment dans le couloir à le regarder s'éloigner. Puis il baissa de nouveau les yeux vers sa tablette. Il leva de nouveau les yeux vers le couloir désert. Il secoua lentement la tête. Puis il esquissa un sourire, un petit sourire sincère et perplexe, et se remit au travail. La semaine suivante, Édouard fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis très longtemps. Il prit son téléphone et appela son médecin, non pas pour lui-même, mais pour quelqu'un d'autre. « J'ai besoin d'une recommandation, » dit-il. Le meilleur spécialiste de la ville pour la maladie d'Alzheimer. Un médecin consciencieux, qui prend le temps nécessaire avec ses patients. Son médecin, habitué à ce qu'Édouard n'appelle que pour ses bilans de santé annuels, hésita un instant avant de répondre. Il donna le nom du docteur Patricia Owens. Elle dirigeait une petite clinique très réputée de l'autre côté de la ville, spécialisée dans les troubles de la mémoire et les maladies neurologiques. La liste d'attente était longue. Édouard appela la clinique le même après-midi. La réceptionniste l'informa poliment mais fermement que le prochain rendez-vous disponible était dans 4 mois. « Je comprends, » dit Édouard. « Veuillez noter le nom. La patiente s'appelle Margaret. Sa fille s'appelle Lucie. » Il marqua une pause. « Et veuillez dire au docteur Owens qu'Edward Anderson lui serait très reconnaissant si elle pouvait trouver un poste plus tôt. S'il y a la moindre marge de manœuvre. » Un bref silence suivit. « Je vais parler au docteur, monsieur Anderson, » dit la réceptionniste. « Je vous rappellerai. » Elle a rappelé dans l'heure. Il y avait une annulation. Le docteur Owens put voir madame Margaret le jeudi suivant. Ce soir-là, alors que Lucie s'apprêtait à partir, Édouard lui demanda de s'asseoir un instant. Elle s'assit sur la chaise de la cuisine, au bord, le dos droit et attentive, et le regarda de ses yeux fixes. Il lui a parlé du rendez-vous. Il a été simple. Il lui a dit qu'il avait pris des dispositions pour que sa mère soit examinée par un spécialiste, que ce serait gratuit et que Patrick les conduirait à la clinique jeudi matin si elle était d'accord. Il le dit comme il disait la plupart des choses, directement et sans fioriture. Lucie écouta sans bouger. Quand il eut fini, un silence de mort régnait dans la cuisine. Dehors, la nuit tombait peu à peu, les lumières de la ville apparaissant une à une dans le ciel qui s'assombrissait. « Monsieur Anderson, » dit Lucie. « Loire, » répondit-il. Cela le surprit autant qu'elle. Il n'avait pas prévu de le dire. Mais les mots lui sont sortis spontanément, ils lui ont semblé justes, et il ne les a pas retirés. Lucie le regarda un instant. « Et voir, » dit-elle doucement. « Tu n'étais pas obligé de faire ça. »« Je sais, » dit-il. « Nous avons réussi, » dit-elle. « Ce n'était pas facile, mais nous avons réussi. »« Je le sais aussi, » dit-il. « J'ai vu comment tu t'y prends. C'est pour ça que je le fais. » Il la regarda fixement. « Tu as porté ce fardeau seul pendant longtemps. Tu n'as plus à gérer seule la partie médicale. Pas si je peux l'éviter. » Lucie baissa les yeux sur ses mains posées sur ses genoux. Ses doigts étaient entrelacés, plaqués à plat, les jointures légèrement pâles, comme celles de quelqu'un qui se tenait très soigneusement l'une contre l'autre. « Je ne sais pas quoi dire, » dit-elle. « Tu n'as rien à dire, » répondit Édouard. « Dis-moi juste si Patrick doit venir à 8h ou à 8h30. » Un long silence. « Il est 1h30, » dit Lucie d'une voix un peu hésitante. « Maman prend son temps le matin. » « Il est 8h30, » dit Édouard. Jeudi arriva. Édouard ne les accompagna pas. Il y avait réfléchi, puis avait renoncé. Ce n'était pas son rôle. Et Lucie avait besoin d'être avec sa mère sans que son employeur ne soit assis dans un coin du cabinet. Il avait fait ce qu'il pouvait. Le reste appartenait à Lucie. Mais ce matin-là, il eut du mal à se concentrer. Il assista à 2 réunions et ne retint que très peu de ce qui se disait.
Thomas le remarqua et le suppléa à 2 reprises sans qu'on le lui demande. Répondant à une question qu'Édouard n'avait pas entendue et résumant un point qu'Édouard avait manqué. Édouard remarqua que Thomas s'y employait et lui en fut reconnaissant d'une manière qu'il ne savait pas encore exprimer. À midi, son téléphone afficha un message d'un numéro inconnu. Il se souvint alors qu'il avait donné son numéro direct à Lucie avant son départ. Le message disait « Le médecin a été très consciencieuse et très gentille. Elle a revu le traitement de maman et y a apporté quelques modifications. Elle dit qu'avec une bonne prise en charge, les bons jours pourront être plus fréquents. Maman a ri 2 fois pendant le rendez-vous. Merci. Lucie. » Édouard le lut 3 fois. Puis il posa le téléphone face contre table et contempla longuement la ville en contrebas. Enfin, il reprit son téléphone et répondit « Je suis content. Merci de me l'avoir dit. » Il fixa le message avant de l'envoyer. Il lui semblait insignifiant. Insuffisant. C'est comme essayer de faire tenir un océan dans une enveloppe en papier. Il l'a quand même envoyé. Dans les semaines qui suivirent, quelque chose de discret et progressif commença à se produire. Non pas d'un coup, mais comme le font souvent les véritables changements, lentement et par petites étapes, à l'image d'une plante qui pousse lorsqu'on l'arrose et qu'on lui apporte la lumière au bon moment. Édouard commença à venir. Pas tous les jours. Pas d'une manière qui s'imposait dans la vie de Lucie ou qui encombrait la petite maison de sa présence. Mais le samedi matin, quand son emploi du temps était plus léger, il demandait à Patrick de le conduire à travers la ville jusqu'à la maison bleu pâle aux fleurs oranges. Il apportait parfois des choses, des fruits, une boîte de bons biscuits, ou une fois un petit pot de miel qu'un collègue lui avait offert, encore emballé dans son ruban. Des choses simples. Pas de grands gestes. Il s'asseyait avec Madame Margaret. Les bonjours, elle était gaie et bavarde. Elle lui parlait des tomates qu'elle avait cultivées dans sa jeunesse, de sa robe bleue, de la rivière aux eaux froides et limpides et des petits poissons argentés. Elle l'interrogea sur son travail avec un intérêt sincère, légèrement penché en avant dans son lit, les yeux pâles, attentifs et chaleureux. Un jour particulièrement joyeux, elle lui demanda « As-tu une famille, Édouard ?» Il resta silencieux un instant. « Pas vraiment, » répondit-il. « J'ai eu des relations. Mais je n'ai pas toujours été doué pour les garder près de moi. » Madame Margaret le regarda pensivement. « C'est quelque chose que vous pouvez encore arranger, » dit-elle. Il sourit. Pas un petit sourire poli, mais un vrai. « J'essaie, » dit-il. Elle lui tapota légèrement la main du bout des doigts fins. « Sage garçon, » dit-elle. Puis elle s'était endormie, au beau milieu d'une phrase comme souvent. Les mauvais jours, Madame Margaret ne le reconnaissait plus. Elle le regardait d'un œil vide et scrutateur, essayant de le retrouver quelque part dans le dédale de sa mémoire, en vain. Il lui arrivait de l'appeler par d'autres noms, notamment celui de son mari, un nom qu'Édouard ignorait. Parfois, elle se contentait de le regarder avec une confusion polie, attendant qu'on lui explique qui était cet homme au visage grave et pourquoi il se trouvait dans sa chambre. Ces jours-là, Édouard restait assis. Il parlait à voix basse de choses insignifiantes. La météo, un bâtiment qu'il avait aperçu, une remarque de Raphaël la semaine précédente qui l'avait fait sourire. Non pas parce qu'elle comprenait, mais parce que c'était la voix qu'il avait appris à imiter qui comptait. La présence. Le simple fait de ne pas partir. Il l'avait appris de Lucie. Il le lui avait dit. Un samedi après-midi, alors que les enfants jouaient dehors et que Madame Margaret dormait, ils étaient assis tous les deux dans le petit salon avec leur tasse de thé. Du gingembre, toujours du gingembre désormais. Édouard ne commandait plus rien d'autre. Avant, je pensais, a-t-il dit, que ce que les gens attendaient de moi, c'était des résultats. Des solutions. De l'argent, si le problème pouvait se résoudre par l'argent. Je croyais que c'était comme ça qu'on montrait son affection. Lucie fit lentement tourner sa tasse entre ses mains. Ce n'est pas faux, dit-elle prudemment. Ces choses-là comptent. Quand ma mère est tombée malade, ce dont j'avais le plus besoin, c'était d'aide concrète. De l'argent pour les médicaments, un diagnostic précis, un médecin compétent. Ces choses étaient urgentes et réelles. Mais, dit Édouard. Elle leva les yeux. Mais la nuit où elle s'était réveillée sans savoir où elle était, en pleurs, terrifiée, appelant des gens morts depuis 20 ans, ce dont elle avait besoin, ce n'était pas d'une solution. Lucie marqua une pause. Elle avait besoin de quelqu'un pour lui tenir la main dans le noir et lui dire « Je suis là. Tu es en sécurité. Je ne vais nulle part. » Et ça, l'argent ne s'en charge pas. Elle le regarda fixement. Ça, c'est quelque chose qu'une personne fait. Eux-mêmes.
En personne. Édouard resta silencieux un long moment. J'ai tout arrangé pour ma mère, dit-il. Sauf ça. Oui, répondit doucement Lucie. Je sais. Ils restèrent un moment à réfléchir. Dehors, Raphaël lança un cri de triomphe. Il avait apparemment gagné à la partie, quelle qu'elle soit. La voix d'Anna parvint à nos oreilles, contestant l'appel. Édouard et Lucie se tournèrent tous deux vers la fenêtre. Et puis, doucement, au même instant, ils sourirent tous les deux. L'idée était venue à Édouard un dimanche matin tranquille. Il était assis à sa longue table à manger, une tasse de café à la main, contemplant la ville en contrebas. Le soleil se levait lentement sur les immeubles, teintant les tours de vert de nuances dorées et orangées. C'était le genre de matinée qui donnait à la ville un aspect presque doux, presque paisible, avant que le bruit et l'agitation du jour ne viennent vous rappeler sa véritable nature. Il pensait à Anna. Plus précisément, il pensait à son carnet. Aux dessins soignés qu'il contenait, aux larges portes, aux jardins sur le toit, aux marches construites pour tous. À propos de cette petite voix intérieure qui avait dit « Je veux construire des maisons pour ceux qui n'en ont pas de belles », il pensait au jardin de Madame Margaret. Celui dont elle avait tant parlé, avec ses tomates, ses poivrons et son citronnier. Le jardin qui n'existait plus que dans ses souvenirs, dans le peu de choses auxquelles elle pouvait encore se raccrocher. Il pensait à Lucie. À 6 années de dévotion silencieuse, vécue en solitaire, sans se plaindre, sans rien demander à personne. Et lentement, comme un bâtiment prend forme d'abord dans l'esprit avant de se concrétiser dans le monde, une idée se forma. Il posa sa tasse de café, prit son téléphone et appela Thomas. Thomas répondit à la deuxième sonnerie, comme toujours. Thomas, dit Édouard. J'ai besoin que tu fasses plusieurs choses. Prenez un stylo. Il a fallu 3 semaines pour tout organiser. 3 semaines d'appels téléphoniques, de paperasse, de visites sur place, d'entrepreneurs, de livraison de meubles et d'un paysagiste qui nous avait été chaudement recommandé et qui a écouté attentivement Édouard décrire en détail ce dont il avait besoin. Thomas travailla plus dur pendant ces 3 semaines que durant toute l'année précédente. Il ne se plaignit pas. Il ne s'était pas plaint une seule fois depuis le jour où Édouard l'avait interpellé dans le couloir pour prendre des nouvelles de sa mère. Quelque chose avait changé dans leur relation de travail après cela, un changement subtil mais bien réel. Et Thomas abordait désormais son travail avec une énergie différente. Édouard ne confiait ses projets à personne. Ni Patrick, ni Thomas, hormis les détails pratiques, ni Gérald, ni aucun de ses autres collègues. Il gardait le secret et faisait avancer le projet comme il l'avait toujours fait pour ses meilleurs projets. Avec méthode, rigueur et méthode, étape par étape. Un samedi matin de décembre, 6 semaines après sa première visite à la maison bleu pâle, Édouard appela Lucie. Elle répondit rapidement, un peu essoufflée, comme toujours les matins de week-end, déjà occupée, déjà en mouvement. Lucie, dit-il. Je sais que vous avez congé aujourd'hui, mais j'aurais besoin de vous demander un service. Pourriez-vous amener les enfants et venir au manoir cet après-midi? Vers 14 heures. Pause. Tout va bien? Demanda-t-elle. Tout va bien, répondit-il. J'ai simplement quelque chose que je voudrais vous montrer. Nouvelle pause, plus courte cette fois. On sera là à 2 heures, dit-elle. Ils arrivèrent à 2h05. Pour la première fois, Lucie était venue vêtue de ses propres vêtements, non pas de son uniforme de travail gris, mais d'une simple robe verte et de chaussures plates, les cheveux lâchés au lieu d'être attachés. Elle paraissait différente. Plus jeune, d'une certaine façon. Plus elle-même. Raphaël la suivit, vêtue d'un maillot de football et portant sa petite voiture réparée, qui l'emportait désormais partout. Anna arriva en dernier, son carnet sous le bras comme toujours, son regard sérieux parcourant l'entrée du manoir avec un intérêt architectural. Le plafond est très haut, remarqua aussitôt Anna. 14 pieds, confirma Édouard. Anna hocha lentement la tête, mémorisant l'information. Édouard les conduisit à travers le manoir jusqu'à son bureau. Sur le grand bureau, il avait disposé 2 enveloppes et une petite clé sur un plateau d'argent. Il se tenait près du bureau et regarda Lucie. « Assieds-toi, » dit-il. Lucie regarda les enveloppes. Elle ne s'assit pas immédiatement. Elle posa d'abord son regard scrutateur sur Édouard, cherchant à deviner ce qui allait se passer. « S'il te plaît, » dit-il. Elle s'assit. Les enfants se placèrent de part et d'autre d'elle, Raphaël balançant ses jambes, Anna restant parfaitement immobile. Édouard prit la première enveloppe et la tendit à Lucie. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvaient plusieurs feuilles de papier,
d'aspect officiel, couverte de textes, de tampons et de signatures. Elle lut la première page. Puis elle leva les yeux vers Édouard et, pour la première fois depuis des mois qu'il la connaissait, Lucie parut véritablement incertaine. Comme si le sol sur lequel elle s'était toujours tenue stable s'était légèrement dérobé sous ses pieds. « C'est un titre de propriété », dit-elle. « Oui », répondit Édouard. « Avec mon nom dessus. »« Oui. » Elle regarda à nouveau le papier. « Édouard. Continue de lire, » dit-il doucement. Elle lut. Les documents décrivaient une maison. Pas une grande maison. Édouard savait depuis le début que ce n'était pas une grande maison qu'il fallait ici. Ce qu'il fallait était parfait. Une maison de plain pied dans une rue calme, 3 chambres, une grande pièce à vivre baignée de soleil l'après-midi, une cuisine spacieuse et un jardin. Un vrai jardin avec un coin de terre et de la place pour cultiver des plantes. Il l'avait acheté. Il l'avait meublé. Il avait fait installer du matériel médical spécialisé dans l'une des chambres. Un vrai lit d'hôpital avec un matelas à mémoire de forme, un système de surveillance, un bon éclairage, tout ce que le docteur Owens avait recommandé pour une patiente dans l'état de Madame Margaret. Il avait prévu la venue d'une infirmière à temps partiel 3 matins par semaine, pour permettre à Lucie de souffler un peu. Anne était dans le jardin. Il l'avait expressément demandé au paysagiste. Une petite parcelle avait été réservée et préparée pour les plantations, avec des plants de tomates déjà en terre. Des plants de poivrons en petits pots le long du mur. Anne, dans le coin, encore jeune et à peine haute comme un genou, mais déjà en pleine croissance. Un citronnier. Lucie lut tout. Une fois sa lecture terminée, elle resta immobile un instant, les papiers sur les genoux. Raphaël avait cessé de balancer ses jambes. Anna avait posé son cahier sur le bureau à côté d'elle et observé le visage de sa mère de ses grands yeux tranquilles. Le manoir était plongé dans un silence absolu. Puis Lucie leva les yeux. Ses yeux étaient remplis de larmes qu'elle retenait avec un effort surhumain. Elle avait cette capacité à tout maîtriser grâce à la pratique, à la volonté et à l'habitude profonde de porter les choses en silence. Mais son menton tremblait. « Je ne peux pas accepter ça, » dit-elle d'une voix basse et prudente. « C'est trop. C'est beaucoup trop. » Édouard s'y attendait. Il avait soigneusement réfléchi à ce qu'il allait dire. « Lucie, » dit-il. Il s'assit en face d'elle, non pas derrière le bureau, mais sur la chaise du même côté de la pièce, comme on s'assoit pour bien montrer qu'on ne surestime pas son interlocuteur. « Pendant 6 ans, » dit-il, « tu as fait tourner ma maison sans que je te le demande. Sans qu'on me remercie. Sans qu'on me remarque. Je suis un homme qui s'enorgueillit de payer le juste prix. Et je ne vous ai pas payé à votre juste valeur. Loin de là. » Il marqua une pause. Ce n'est pas de la charité. Ce n'est pas de la pitié. Ce n'est même pas vraiment de la générosité. Il la regarda fixement. C'est moi qui commence enfin à faire attention. C'est ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Lucie serra les lèvres. Une larme coula, une seule, qu'elle essuya aussitôt du revers de la main. Ce n'est pas tout, dit Édouard. Il prit la deuxième enveloppe et l'attendit. Lucie l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier. En haut, en lettres bien lisibles, on pouvait lire. Bourse Anna Anderson pour l'architecture. Elle lut lentement. C'était un fonds d'études. Créé au nom d'Anna, la bourse fut ajoutée par Anderson non pas pour la revendiquer, mais parce qu'elle prendrait un jour du poids grâce à son nom, et Édouard, pragmatique, le savait. Elle couvrirait les études d'Anna jusqu'à l'université, y compris le programme d'architecture de son choix, partout aux États-Unis. Des cours particuliers si elle le souhaitait. Du matériel. Tout. Tout. Lucie était incapable de parler. Anna, qui était restée assise, immobile et silencieuse, se pencha et regarda le papier que sa mère tenait dans ses mains. Ses yeux parcoururent lentement la page, comme lorsqu'elle lisait un texte, prenant chaque mot au sérieux. Puis elle leva les yeux vers Édouard. « C'est pour moi, » dit-elle. « C'est pour toi, » dit Édouard, « parce qu'un jour tu construiras quelque chose d'important. Et je veux m'assurer que rien ne vienne entraver cela. » Anna reporta son attention sur le papier. Elle resta silencieuse un long moment. Puis elle se leva de sa chaise, contourna le bureau pour rejoindre Édouard et l'enlaça de ses petits bras, d'un geste soudain et sans prévenir. Édouard demeura immobile. Il ne se souvenait plus de la dernière fois que quelqu'un l'avait serré dans ses bras. Il était incapable de se remémorer quoi que ce soit. Cela faisait si longtemps. Après un bref instant de silence, il posa délicatement une main sur le dos de l'enfant. « Merci, » murmura Anna, la voix étouffée contre son épaule. « Merci, » répondit-il.
Et il le pensait d'une manière qu'elle ne comprendrait que bien des années plus tard. Raphaël, qui avait observé toute la scène de ses yeux brillants, se leva de sa chaise et vint se placer devant Édouard, le visage grave. « Et moi » demanda-t-il. « Raphaël » commença Lucie. « Je plaisante, maman » répondit Raphaël avec un large sourire. Il regarda Édouard. « Mais j'aurai besoin d'aide pour l'autre roue de ma voiture si vous avez le temps. » Édouard regarda le garçon. Son visage grand ouvert, ses yeux brillants, tout cela laissait entrevoir l'espoir de sa petite voiture. Une douce chaleur l'envahit. « Après le thé, » dit-il. « Nous regarderons ça après le thé. » Raphaël rayonna et retourna à sa chaise, satisfait. Lucie resta assise un long moment, les deux documents à la main, après que les enfants se furent dispersés dans le bureau. Anna examinait déjà les étagères avec un intérêt professionnel, tandis que Raphaël imitait le bruit d'un petit moteur avec sa voiture le long du bureau. Elle regarda Édouard. « Pourquoi » demanda-t-elle doucement. Sans exigence. Il posa simplement la question, comme on le fait lorsqu'on a besoin de bien comprendre quelque chose avant de pouvoir l'appréhender pleinement. Édouard réfléchit sincèrement avant de répondre. « Parce que votre fille dessine des bâtiments avec de larges portes, des toits-terrasses végétalisés et des escaliers accessibles à tous, » dit-il. « Et c'est une vision bien plus aboutie de ce que devrait être un bâtiment que tout ce que j'ai pu dessiner en 30 ans. » Il marqua une pause. « Parce que votre fils répare les objets cassés au lieu de les jeter. Parce que ta mère m'a dit que j'avais un visage grave et un cœur lourd, et elle avait raison. » Il regarda Lucie droit dans les yeux. « Et parce que tu m'as montré, sans jamais le vouloir, sans jamais me le demander, que je vivais dans une très grande maison vide et que j'appelais ça une vie. » Le bureau était silencieux. Dehors, derrière les hautes fenêtres, le soleil de décembre, bas sur la ville, la teintait d'une lumière dorée. « Tu m'as montré à quoi ça ressemble, » dit Édouard, « quand une personne se présente enfin. Quand ils restent. Quand ils font passer quelqu'un d'autre avant tout, non par commodité, mais par amour. » Il baissa les yeux un instant, puis les releva. « J'avais oublié à quoi ça ressemblait. Il me fallait un rappel. » Lucie le regarda longuement. Puis elle plia soigneusement les papiers, les tint sur ses genoux et hocha la tête une fois, lentement et profondément, comme on hoche la tête quand les mots ne suffisent pas, mais qu'on veut que l'autre personne sache qu'on l'a entendu. Vraiment entendu. Jusqu'au bout. « Nous acceptons, » dit-elle doucement. Avec gratitude. « Bien, » dit Édouard. Madame Margaret a emménagé dans sa nouvelle maison 2 semaines avant Noël. Le déménagement a pris toute une matinée. On l'a porté avec précaution, Lucie d'un côté et l'infirmière de l'autre, lui parlant doucement tout du long. On a apporté sa couverture de l'ancienne maison, son oreiller et la petite croix en bois accrochée au mur, car certaines choses doivent être emportées avec soi. Une fois installée dans sa nouvelle chambre, la lumière du soleil filtrant par la fenêtre, sa couverture sur les genoux, son oreiller derrière la tête, Madame Margaret observa lentement les alentours. Puis elle regarda par la fenêtre. À travers la vitre, elle aperçut le jardin. Les plants de tomates, bien alignés. Les plants de poivrons, le long du mur. Et dans le coin, petit et jeune citronnier qui pousse. Elle resta longtemps silencieuse. Puis elle se tourna vers Lucie et dit clairement, d'une voix pleinement présente et authentique. « On dirait la maison. » Lucie porta sa main à sa bouche. Elle inspira lentement une fois. « Oui, maman, » dit-elle. « Oui. » Le matin de Noël, Édouard arriva seul à la maison, portant un petit sac de fruits et un pot de miel orné d'un ruban. Raphaël ouvrit la porte avant même qu'il ait frappé. Il l'avait visiblement observé par la fenêtre et l'entraîna à l'intérieur avec l'énergie d'un enfant pour qui le matin de Noël était déjà le plus beau jour de l'année. La maison embaumait la cuisine. Une odeur riche et épicée qu'Édouard ne parvenait pas à identifier, mais qui résonnait en lui, enfoui au plus profond de sa mémoire, et qui le fit s'arrêter un instant sur le seuil, pour simplement l'inspirer. Anna sortit de la cuisine, vêtue d'un tablier trop grand pour elle et couvert de farine. « Je prépare quelque chose, » annonça-t-elle. « Tu ne peux pas encore entrer dans la cuisine. »« Je n'y songerai même pas, » dit Édouard. De l'arrière-salle parvint la voix de Madame Margaret qui parlait à l'infirmière. « Ce matin, il fait beau et clair, une belle journée, une très belle journée. » Et de la cuisine, on entendait Lucie fredonner. Ce son grave et monotone, presque comme une respiration plutôt que de la musique, celui qu'elle émettait quand elle pensait être seule. Édouard déposa les fruits et le miel sur la table près de la porte. Il resta debout dans le petit couloir chaleureux de la maison et écouta tout. Les voix,
les odeurs de cuisine, les fredonnements, Raphaël expliquant quelque chose à propos de sa voiture miniature à personne en particulier, Anna criant depuis la cuisine que son plat serait prêt dans 12 minutes, le son doux et doré d'une radio diffusant une musique matinale de Noël, quelque part au fond de la maison. Il resta là, immobile, à écouter. Et Edward Anderson, l'homme qui avait passé 30 ans à bâtir des tours de verre et d'acier à travers la ville, l'homme qui s'était assis seul à une table de 14 couverts, l'homme qui, du 52e étage, n'avait aperçu que de minuscules détails au loin, ressentit pour la première fois depuis une éternité qu'il était exactement là où il devait être. Ni au-dessus de rien, ni à l'écart de tout, simplement là, présent, arrivé. Il avait construit des centaines d'immeubles dans sa vie. Il avait apposé son nom sur des tours qui touchaient les nuages. Mais la chose la plus importante qu'Edward Anderson ait jamais construite était quelque chose qui n'avait ni plan, ni prix, ni cérémonie d'inauguration. C'était cela, cette simple et discrète habitude d'être présent, de rester, d'apprendre enfin, après toutes ces années, tout ce silence, tous ces appels manqués et toutes ces pièces vides, à être là. Car parfois, les plus grandes leçons ne viennent ni des plus hauts gratte-ciel, ni des plus grands bureaux, ni des réunions les plus importantes. Parfois, elles viennent d'une petite maison bleu pâle au bout d'une rue étroite, avec des fleurs oranges à la porte et un citronnier dans le jardin. Et parfois, la personne qui change votre vie est celle qui a toujours été là, discrètement, fidèlement, presque invisible, celle que vous n'aviez jamais pensé à vraiment regarder jusqu'au jour où vous l'avez enfin fait. Merci infiniment d'avoir lu ou regardé cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, si elle vous a donné envie de penser à une personne de votre entourage que vous devriez appeler, à qui vous devriez rendre visite ou simplement avec qui vous devriez passer un moment, alors elle a parfaitement atteint son objectif. N'hésitez pas à aimer, partager et laisser un commentaire. Nous aimerions savoir d'où vous nous regardez, et quelle partie de cette histoire vous a le plus marqué. En attendant, prenez soin de vos proches, des plus vulnérables, des plus discrets, de ceux qui sont là chaque jour sans qu'on le leur demande. Ils sont peut-être les personnes les plus importantes de votre vie.